So a note that this panel discussion will be bilingual. Nous aurons un panel bilingue ce matin pour parler de cette défense de l'espace cyber. Alors, je vais vous représenter un peu plus longuement. Général Patrick Thouac, vous êtes directeur du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, le ComCyberMI. Merci d'être avec nous. Général Jean-Philippe Lecouf, vous êtes directeur des opérations à Interpol. Europol, venez, excusez. Je reprends. Le général Lecouf, directeur des opérations à Europol, bien sûr. Et avec nous également, June Osawa, Research Director at DCER and Senior Fellow at the Nakasone Peace Institute in Japan. Thank you for joining us here this morning. Alors, Général Thouac, je vais commencer avec vous. On va parler... Forcément, on a parlé beaucoup de cybercriminalité ces 2 derniers jours, de menaces hybrides, de déstabilisation par le cyber. Et selon le dernier rapport sur la cybercriminalité du ministère de l'Intérieur, quelles sont aujourd'hui les principales menaces que vous observez ? Alors, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Les principales menaces que nous observons, je dirais, il y a les menaces classiques, qui restent les attaques pour les entreprises DDoS ou rançongiciel. Pour situer un petit peu, sans donner trop de chiffres, mais pour situer la délinquance cyber que nous constatons, en France, ce sont à peu près 453 000 faits qui ont été recensés. Alors, ça ne parle pas beaucoup, mais c'est un peu moins quand même de 10% de la délinquance globale que l'on constate en France, mais c'est en croissance forte depuis 5 ans, puisqu'en 5 ans, c'est plus 87% de cette délinquance numérique, la cybercriminalité. Et surtout, ce qui me marque, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'un tiers des faits concernent les victimes sont des personnes. Alors ça ne vous parle pas beaucoup non plus, mais dans la délinquance classique, les victimes physiques, personnelles, sont moins de 20%. Dans le cyber, c'est un tiers, et surtout ça fait des dégâts considérables, parce que ce sont évidemment principalement des infractions crapuleuses. Là où dans le monde normal, si j'ose dire, physique, nous avons plutôt des violences intrafamiliales. Les escroqueries en ligne, le harcèlement en ligne, etc. Alors, j'ai parlé des principales menaces, attaques DDoS, rançongiciel. Une nouveauté de 2025, si j'ose dire, massive, ce sont les fuites de données. Et ces fuites de données, elles concourent directement à une cybercriminalité nouvelle, puisqu'elles peuvent être utilisées durablement pour commettre des délits, pour que des organisations criminelles s'en servent pour mieux cibler. Dans le monde des cryptoactifs, malheureusement, on a vu un certain nombre de faits très graves de séquestration qui sont le fruit de cette fuite de données pour mieux cibler des personnes, avoir des informations sur elles. Et très rapidement, pourquoi on parle de menaces hybrides ? Parce que ça peut commencer dans le cyberespace et ça a des impacts bien physiques dans notre monde dans lequel on vit. Oui, alors on parle de menaces hybrides parce qu'évidemment, il y a une porosité, on va dire naturelle, si j'ose dire, entre la cybercriminalité, des hackers qui arrivent par leurs compétences et les failles dans les systèmes à détourner des données, par exemple, et des criminels classiques, eux, vont acheter ces données, vont, grâce à l'IA aussi, développer des algorithmes qui vont permettre d'obtenir, encore, comme je l'ai dit, d'autres informations sur des victimes potentielles. Et cette porosité, on la retrouve dans 3 principales actions. Les crypto-monnaies, mais les crypto-actifs, mais il n'y a pas que ça. Les fermes à scam, j'ai eu la chance d'échanger hier avec une délégation thaïlandaise qui est sur le sujet. Nos amis asiatiques sont très avancés sur le sujet. C'est impressionnant de voir comment les mafias, les structures organisées, utilisent ce type de délinquance massivement avec des gens qui sont victimes. Les employés, si j'ose dire, sont également des victimes. Et à l'autre bout de la planète, vous avez d'autres victimes. Tout dernier sujet, c'est qu'il nous faut, vous l'avez dit, développer une coopération internationale sur le sujet parce que les délinquants jouent sur les failles, les angles morts et la coopération internationale, opérationnelle, réglementaire est indispensable. Merci Général. Alors, Général Lecouf, Europol va aussi prochainement publier un rapport. Est-ce que vous pourriez déjà peut-être partager quelques enseignements avec nous ? Et est-ce qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle phase où le cyber devient un outil de déstabilisation systématique ? Alors, bonjour à tous. Effectivement, on va bientôt publier à la fin de ce mois notre rapport annuel sur l'état de la menace cyber, le IOCTA, comme on l'appelle. Qu'est-ce qu'on y constate ? On y constate plusieurs choses. La première qui frappe, mais ce n'est pas tellement nouveau, parce qu'on l'avait déjà évoqué l'an dernier dans notre grand rapport sur la criminalité organisée, c'est une utilisation massive de l'IA, qui accélère en fait le cycle des fraudes en ligne, des infractions, etc. On a des groupes criminels aujourd'hui où le facteur humain est devenu minimum, et c'est la machine en fait qui fait le travail, avec la vitesse que permet l'intelligence artificielle. Non seulement la vitesse,
mais aussi l'échelle. C'est-à-dire qu'on est passé en fait d'une criminalité manuelle avec des gens doués en informatique à une criminalité en fait où des outils sont vendus à des criminels de bas niveau technique qui connaissent pas grand-chose en fait au cyber, etc. Mais en fait à qui on fournit des outils contre rémunération. Hein, c'était le modèle économique d'un ransomware comme Logbit, où en fait les gens qui avaient fabriqué le ransomware ne faisaient plus du tout de rançongiciel. Eux, ils vendaient leur système et ils récupéraient un pourcentage, 30-40% de la rançon qui était versée. Donc un niveau bas aujourd'hui et extrêmement, diffusé de criminels qui utilisent des outils d'intelligence artificielle qui leur permettent d'accélérer à la fois la vitesse et l'échelle des actions qu'ils commettent. Donc, alors ça se ressent, l'explosion pour nous, c'est vraiment les fraudes en ligne. Donc ça, c'est les online fraudes, comme on dit, et tous les types de fraudes. On parlera du social engineering, avec le social engineering derrière. Le vol de données, ça a été dit par le général Touac, je pense que c'est ce qu'on constate au niveau européen et mondial. C'est massif, et c'est là où il y a une connexion, je dirais, avec les menaces hybrides, parce que ces gens, en fait, sont utilisés, s'abritent aussi dans des pays dont les juridictions sont, comme on dit, nous, pudiquement non coopératives. En fait, ils bénéficient de cette protection contre, je dirais, une capacité à fournir de la donnée utile à ces États pour détecter des personnes, des fragilités, attaquer certains sujets, etc. Si j'ai encore une minute, je voulais vous donner un exemple, parce qu'en décembre 2025, on a fait une opération, on a soutenu une opération des États membres sur un site major sur le dark web qui en fait diffusait des données volées, hein, Leakbase. C'est un site, c'était le principal site qui depuis 2021 vendait en fait de la donnée volée, de la donnée personnelle volée en fait à d'autres criminels. On a trouvé sur ce site plus de 142 000 utilisateurs enregistrés, c'est-à-dire des criminels qui achètent des badges de données qui ont été volés, et approximativement 215 000 messages privés adressés à ce site, hein, qui vendait en fait, donc vous voulez, 300 ou 400 000 noms qui ont été volés en France, en Finlande, au Japon ou ailleurs, et ce site vendait en fait ces données. Donc on a réussi à démanteler, je dirais, l'infrastructure du site. On n'a malheureusement pas fait d'arrestation parce que les gens sont cachés, sont dissimulés dans certains États. Et puis les criminels aussi ont parfois des règles, et je vous donne celle-là parce qu'elle est quand même assez significative. Il y avait une règle sur le site, et une seule, et cette règle, c'était qu'il n'était interdit de vendre des données volées à des citoyens russes. Ça en dit long, peut-être, sur l'origine de tout cela. C'est à la fois fascinant et terrifiant ce que vous nous racontez vraiment ici. Général Lecouf, Jun Osawa, I'd like to bring you into this discussion from a more strategic and international security perspective indeed. Cyber threats and hybrid threats are increasingly becoming tools of geopolitical competition and destabilization, as we've just alluded to. From your perspective in Japan, and in an international security context or analysis perspective, how do you see the evolution of cyber and hybrid threats in the global security landscape? Thank you, Charlotte. First of all, as I am a program coordinator in cyber in Japan, so it is a great honor for me to join the panel in cyber in France. So since the start of the war in Ukraine, I think the cyber threat Japan has faced have been exactly the same those faced by European countries. I call it the two-dimension weaponization of cyber attack.
And also, in the hybrid mean, especially the Russia and China uses the foreign information manipulation and influence. It's some kind of information warfare against the Western country, the Europe and the United States and Japan. So the first dimension, the weaponization of the cyber attack, I call it the weaponization of the DDoS and the ransomware attack against the Western country. Specifically, Japan is facing the weaponization DDoS attack from Russian Federation, the Russian hackers. So, same as the European country, Japan is supporting the Ukraine in the war period. So, but soon after the Japanese government announced the exact support volume to Ukraine in the international conference. So, for example, this year in February, the Minister of Foreign Affairs appealed in the Munich International Security Conference that Japan raised the huge amount of support to Ukraine through the NATO mechanism. Soon after the announcement, I think that 2 days after the announcement, the Russian hackers started the huge volume of the DDoS attack against our government website and also the local government and the local police station website. And another, the local transportation website, they attacked these websites by means of DDoS. And some of the local transportation website was paralyzed in the DDoS attack. So local people cannot see the timetable of the bus location or to reserve the seat for the speedway train. So another dimension is the weaponization of ransomware. So last year, one of the Japan's big beer company, Asahi, was attacked by the ransomware group. But the attacking group was, the name of the attacking group is the Kirin. That is the Russian hacker group, but they appeal because they do these kind of ransomware attack as a retaliation for the nation who against the Russian Federation. So that's the reason we see this kind of weaponization of the cyber attack. And also in the East Asia, the Taiwan contingency is on the table among the discussion of the expert in the coming future. So that China is prepared to use the so-called pre-positioning in the government network or critical infrastructure network for the emergency period to paralyze the critical infrastructure capability. So we observe that these kind of pre-positioning reconnaissance and cyber intrusion to our government network and the private sector. So we face these kind of weaponization of cyber attack from our enemy, China and Russia. And also we are facing in the national election period, we face the information over here from the Russian Federation and China. So that is my perspective on the national security in cyber domain. Thank you. Well, thank you very, very much. It's very insightful indeed and very much aligns with what we've heard so far from both generals here, the fact that cybersecurity is being weaponized for geopolitical, strategic purposes by various organizations, including possibly states. And the fact we're talking about hybrid threats here, the fact that this has a very real impact on the everyday lives of citizens. And the target here is destabilization indeed. Thank you so very much. Alors, voilà pour l'état des lieux, the state of play, comme on le dit en anglais. Comment est-ce qu'on avance par rapport à tout ça, puisque le titre, bien sûr, de cette session, c'est comment restaurer l'ordre dans le cyberespace. Général Lecouf, vous avez parlé d'intelligence artificielle et le fait que cela vient
décupler, ou en tout cas augmenter le pouvoir de nuisance des hackers et des agents de tout type qui veulent nous nuire. Mais il y a aussi l'autre côté, je dirais, de l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est le bénéfice, c'est sa positivité et sa contribution à se battre contre la cybercriminalité, dans la détection des anomalies, par exemple. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment vous utilisez l'intelligence artificielle chez Interpol pour déjouer les attaques? Chez Europol, décidément. C'est pas grave. Ça arrive souvent. Non, évidemment qu'on est en recherche en ce moment. Et on commence à travailler avec des outils d'intelligence artificielle, mais enfin, je pense que une grande partie des gens qui sont dans la salle et qui sont ici sur ce forum, c'est le sujet majeur. Tout le monde sent qu'il y a un besoin là. Après, je dois dire que c'est plus facile d'en parler et de dire il faut qu'on l'utilise que de le faire concrètement. Parce que d'abord, contrairement aux criminels, nous, on évolue dans un environnement législatif qui est borné et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et en particulier en Europe, on a réglementé assez vite l'utilisation de l'intelligence artificielle à travers le AI Act, qui permet de faire des choses. Je trouve que cette réglementation, elle n'est pas mauvaise en soi, puisqu'elle est basée en fait sur le risque que l'IA peut faire courir aux citoyens, ce qu'il faut prendre en compte évidemment. Mais je dois dire que alors à Europol, on développe des outils aujourd'hui, on développe notre connaissance en matière d'IA. Je sais que dans la cybersécurité, c'est un vrai sujet également. Je pense que beaucoup d'entreprises sont en train de chercher comment accélérer précisément ce que je décrivais chez les criminels comme une accélération et un passage à l'échelle grâce à l'utilisation de l'IA. Je pense que du côté de ceux qui défendent de la cybersécurité, mais aussi de la cyberinvestigation, c'est aussi ce qu'on cherche à faire. Parce qu'on a des données de plus en plus massives qu'on a besoin d'analyser très très vite. Et j'y reviendrai peut-être dans ma dernière partie sur le call to action. Oui. Ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il faut qu'on réussisse à tirer tout le bénéfice des intelligences artificielles pour accélérer nos process, etc. C'est pas la seule piste qu'il faut suivre. Je pense que l'autre piste, et c'est ce que je dis régulièrement, et en particulier quand ça m'arrive de venir dans ce forum, il faut qu'on travaille beaucoup plus ensemble, qu'on échange beaucoup plus ensemble. Et dans ce domaine-là, Europol a pris des initiatives. On a en particulier créé à Europol ce qu'on appelle une Cyber Intelligence Gateway, qui est un point de contact unique pour les entreprises de Cyber Intel, etc., qui veulent nous donner de l'information pour qu'on puisse justement accélérer la diffusion, prendre en compte ces menaces plus vite, etc. On est en train, y compris dans des choses très opérationnelles, d'essayer d'intégrer le privé aussi. On a fait une enquête, une opération où on a accueilli des gens de chez Microsoft, de la Detection Crime Unit de Microsoft, dans nos locaux, à l'occasion d'une enquête pour pouvoir échanger avec eux et qui nous donnent des pistes et qu'on travaille beaucoup plus vite ensemble pour protéger l'écosystème cyber. Et je crois que ça, c'est vraiment l'utilisation des outils, des nouvelles technologies, de l'IA, mais aussi faire tomber un peu les murs, pas travailler en silo, échanger entre les différents métiers qui ont le même but, qui est de protéger la population. Et de votre côté, Général Touag, quelles armes vous utilisez pour restaurer l'ordre dans le cyberespace? Alors, comme l'a dit le général Lecouf, sur l'intelligence artificielle, nous respectons, nous, les règlements, évidemment, la loi, et nous agissons dans un cadre réglementé, ce qui n'est pas le cas de notre adversaire. Notre adversaire, donc, il a toujours un temps d'avance, il faut en avoir conscience. Et pour illustrer, alors je ne sais pas si je vais répondre à cette question, pour illustrer l'usage de l'IA également, nos policiers, nos gendarmes passent 50% de leur temps à faire des enquêtes judiciaires. 50% du temps. On
on ne peut pas aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc l'IA doit nous servir à gagner du temps. Dans mes précédentes fonctions, ce que j'ai tout le temps, l'IA ne sert principalement qu'à une chose, gagner du temps. Et un exemple très concret, demain il faut nous permettre de faire nos procédures à la voix, à 100%, et il faut que le cadre réglementaire nous l'autorise beaucoup plus massivement qu'aujourd'hui. Le thème du FIC cette année, du forum, c'est la souveraineté. Il faut effectivement développer, mettre un cadre réglementaire qui favorise le développement de solutions souveraines qui nous permet d'utiliser ces usages beaucoup plus massivement. Pourquoi ? Parce que si je fais gagner du temps à mes enquêteurs, ils pourront mener des enquêtes beaucoup plus profondément et beaucoup plus efficaces. Alors comment on fait ? On veille, Internet, pour répondre à vos questions, on veille évidemment, on a des outils de CTI pour détecter des choses, nous faisons des notes de renseignement opérationnel, ce qu'on appelle, pour les judiciariser ensuite lorsqu'on détecte des informations et qui ensuite, sous le contrôle des magistrats, les services d'enquête sont saisis pour, grâce aux informations qu'on peut fournir, mener ces enquêtes. Je reviendrai aussi dans la dernière question sur la suite, mais voilà, c'est un défi quotidien, mais retenons une chose, il nous faut absolument, avec l'IA, avancer beaucoup plus vite sur les règlements pour nous permettre de, comme disait Winston Churchill, soyons plutôt optimistes que pessimistes, parce que c'est le pessimiste, celui qui voit dans chaque opportunité une difficulté, quand l'optimiste voit dans chaque difficulté une opportunité. L'IA, c'est une opportunité, ce n'est pas une difficulté. Profitons-en pleinement au quotidien, dans l'intérêt, je le rappelle toujours, de la protection des victimes. Nous agissons uniquement pour protéger les victimes. Voilà. Merci, Général. Jun Osawa, very quickly, I was asking about the different weapons at our disposal to fight cybercrime and to restore order in the cyberspace. We mentioned the role, the increasingly important role of artificial intelligence and other emerging technologies. From your perspective, what's promising? I think it is sure the AI is contributing to the automation of the task of defense in the cyber arena, but at the same time, the use of the AI by attackers is advancing. So across the entire cyber kill chain, such as the target reconnaissance and finding vulnerability, and also the programming, the attacking too. So I believe that this attack advantage will continue in the future. So we have to, especially the defending side, the police and national security bureaucrat has to catch up with in these speed up of the timeline of the cyber attack. So we make the sure, quick decision making in the government bureaucracy, especially. So that's my answer. Thank you. Thank you very much. I'd like to ask you all the same question here, and it's related to what's key here when it comes to overcoming cyber criminality. Is the challenge technological, organizational? Maybe it's a regulatory challenge from your perspective, General Touac, or a leadership or governance issue. And we haven't talked about international cooperation here, but of course it's very important, especially at Europol. Do you want to address that question, Général Lecouvre, peut-être? Oui, définitivement, la coopération internationale, c'est une des clés. Et il faut mettre en place les canaux. Pour répondre à votre question, c'est tous les challenges en même temps. Ce n'est pas qu'un challenge technologique ou qu'un challenge de gouvernance ou de leadership ou qu'un challenge d'échange d'informations. C'est tout ça en même temps. Et évidemment, la coopération internationale est clé. Et les outils de coopération internationale comme Europol, parce qu'Europol est un outil à la disposition des États membres et des partenaires pour accélérer justement cette coopération internationale. Parce qu'on a l'habitude et parce qu'on est fait pour ça. J'ai été au Japon l'année dernière pour voir nos collègues japonais sur précisément les questions de cyber. Donc on a une connexion qui est établie avec le Japon déjà. Donc c'est pas la peine qu'un enquêteur français perde du temps à chercher avec qui il va parler, qui vienne nous voir et on va accélérer ça. Et en une minute, peut-être... non, mais je vous laisse. Non, mais continuez. Non, en une minute, je pense que ce qui est clé aujourd'hui, nous, ce qu'on détecte comme étant le point clé, c'est en anglais, on dirait « to close the velocity gap ». Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à accélérer la boucle
information, décision, OODA, on dit en langage militaire. C'est-à-dire une boucle d'informations qui relie le public, le privé, les attaques, les défenseurs, je dirais, ceux qui font de l'investigation, etc. Ça passe par se parler, ça passe par plus de partenariats entre nous. Il faut aussi, et là il y a plein d'innovateurs dans la salle, il faut nous développer des outils, on a encore besoin d'outils qui utilisent l'IA dans les forces de l'ordre. On ne peut pas dépendre de grandes entreprises qui sont basées ailleurs. Il y a de la place, je pense, pour tout le monde. Donc de l'innovation en matière d'IA. Et puis un focus quand même pour nous qui est vraiment important, j'en ai pas parlé encore, qui est le focus sur les flux financiers, et en particulier la crypto. Les crypto-monnaies, en particulier certaines crypto-monnaies, où là, en fait, il faut qu'on forme des gens, il faut qu'on améliore nos performances, il faut qu'on ait des outils plus performants pour travailler ça. En faisant tout ça, on combattra aussi les menaces hybrides. Merci, Général Touac. En complément de ce qu'a dit le général Lecouf, je dirais qu'il nous faut... Alors, je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est l'ensemble des facettes qu'il faut adresser. J'en rajouterai une, c'est la population. C'est-à-dire qu'il faut réussir à convaincre que l'usage de l'IA pour les forces de sécurité, je l'ai dit tout à l'heure, n'a qu'un seul objectif, protéger la population et les victimes. Je pense que nos décideurs seront peut-être plus enclins à accepter des évolutions réglementaires si la population a bien conscience que le but, c'est pas de faire un Big Brother, mais il faut quand même utiliser les technologies d'IA. Et je dis souvent, la réglementation devrait s'inspirer d'une phrase que j'aime bien donner, c'est « pour aller vite, il faut avoir de bons freins ». Voilà. Le délinquant, il va plus vite que nous. Il faut qu'on nous autorise à aller beaucoup plus vite, c'est ce qu'a dit le général Lecouf. Mais il faut effectivement avoir des garanties, des bons freins pour nous garantir que l'usage, quand on va faire des nouvelles technologies, sera dans le cadre approprié. Et un exemple très concret, il y a 20 ans, quand j'étais à Grenoble, j'avais un chef direct qui aujourd'hui est à ma gauche, c'était le général Lecouf. Il disait tout le temps, je me souviens bien, un délinquant, il devra toujours faire deux choses, se déplacer et communiquer. Et communiquer et se déplacer, y compris sur Internet. Et donc, il faut qu'on puisse analyser ces déplacements. Et un exemple concret, le service de traitement central, l'API, c'est la base de données, vous savez, qui enregistre toutes les lectures de plaques d'immatriculation qu'on attend depuis des années et des années de déployer massivement. Pourquoi ? Parce que le délinquant devant se déplacer, si on capte ces données, les données d'IoT de manière générale, on pourra entraîner des patterns grâce aux solutions qui seront développées par les entreprises, j'en doute pas, pour détecter par exemple des mouvements suspects, des go-fast, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que l'IA pourra travailler tout le temps déjà, y compris la nuit, et nous détectera des patterns, détection de signaux faibles. Alors, quelle garantie on offre à la population en disant « mais attendez, ils ne vont pas capter toutes nos données ». On peut très bien anonymiser ces données ou les pseudonymiser. Offrir une garantie qu'on ne pourra pas savoir qui est derrière, sauf si c'est pseudonymisé avec un magistrat qui nous autorisera à lever ce cryptage. Mais pourquoi c'est quand même utile ? Parce que ça nous permettra de mieux comprendre la cybercriminalité, les criminels, les flux financiers, ça a été dit. Je pense qu'il faut vraiment considérer que c'est une opportunité et donc convaincre la population, parce que la population, si on lui explique, je suis convaincu que les gens comprendront l'intérêt de ces usages, et derrière peut-être des décisions réglementaires qui évolueront plus vite. Et bien évidemment, je souscris complètement à la coopération internationale qui est indispensable. Cette criminalité, c'est la seule qui peut se dérouler à 100% à l'étranger, sans jamais que le pays où les gens sont victimes n'ait vu la couleur du délinquant. Les scam centers, c'est le meilleur exemple de cette délinquance internationale avec laquelle nous devons, sur laquelle nous devons coopérer pour la faire diminuer. Ça, c'est vraiment un point très, très important, bien sûr, d'avoir la participation des citoyens dans ce processus, c'est essentiel. Et surtout sur la donnée, alors qu'il y a un aspect très culturel, en fait, à la donnée, puisque en Asie, bien souvent, les citoyens sont plus enclins à partager leurs données pour avoir accès à de meilleurs services. So, very last question to you, Mr. Osawa, as we close this conversation, very quickly. And I just mentioned the fact that in Asia, for instance, when it comes to data and data protection, overall, citizens are more willing to share it in order to get some benefits. There's more resistance or reluctance here, maybe in France, certainly, and possibly in the rest of Europe. And it's what's key here, really? Is it about technology,
organizations, leadership, having the citizens buy-in. What's essential from your perspective to close this conversation? Thank you. I would like to say the all factors, technology, organization, and the political leadership, and also the balance of the some citizen right and the usage of data are important for to protect our digital domain. But the most important thing is we have to support the speeding up the decision-making process among the political leaders, because any international corporation, such as take down the attacking CNC servers or IT infrastructure, we need the high level of the decision-making to do that. So we have to introduce the AI to support the politician decision-making process, because we need the AI to speed up the intelligence analysis, especially. So that's my answer. Thank you very much. Well, many thanks to all of you for a fascinating conversation, une conversation vraiment très riche et très intéressante. Un grand merci à vous, Général Touac, Général Lecouf et Jun Osawa. Merci de votre présence parmi nous aujourd'hui.